on this computer. En fait, on va commencer, mais le temps qu'on se présente les uns les autres, je pense que ça va faire venir les retardataires. Alors, bonsoir à tous et toutes, bienvenue pour ce webinaire « Comment adapter sa recherche d'emploi aux réalités du marché africain ». Alors, je suis votre hôte et l'organisatrice de cette session, mais ce n'est pas moi qui va parler, je vais laisser la parole à une experte du domaine. Donc, moi, pour me présenter rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi, je m'appelle Rosemary Bouboutou, je suis journaliste, je travaille à BBC Afrique, je suis également consultante aux Nations Unies et par le passé, j'ai eu à travailler à Jeune Afrique, aux Échos, aux Dépêches de Brazzaville, pour les personnes congolaises qui connaissent. Et j'ai eu à cœur, en fait, parce que je n'ai pas eu toujours une magnifique carrière, j'ai eu des moments de désert dans ma carrière professionnelle. Et donc, j'ai eu à cœur d'organiser des sessions de formation qui sont des ateliers de recherche d'emploi en ligne pour les personnes au chômage, justement pour les aider à voir, parce qu'on est tous des personnes hyper compétentes, mais parfois dans une recherche d'emploi, on fait des petites erreurs. J'ai vu par exemple des personnes qui sont juste juniors, mais qui t'envoient des CV de 4 pages, et genre, ça se fait pas. Ou les nombreux sur LinkedIn qui sont en recherche d'emploi et qui mettent à la place de leur titre en recherche d'opportunités, ce qui fait qu'ils ne ressortent jamais dans les recherches des recruteurs. Donc, toutes ces petites erreurs-là qu'on peut être amené à faire dans une recherche d'emploi, tout simplement parce qu'on ne sait pas et qui peuvent réellement nous pénaliser. Donc, j'ai eu à cœur d'organiser ce type de formation, ce type d'atelier pour aider les personnes en recherche d'emploi. Donc, notre invitée de ce soir, c'est la coach Lorinda Toko. Elle est coach carrière et elle se spécialise notamment sur le marché de l'emploi africain. C'est une ex-repat, comme on dit, donc c'est les personnes qui sont nées, grandies en Occident et qui repartent s'installer et travailler en Afrique. Donc, elle a eu l'occasion voilà, de pratiquer ce marché du travail africain et elle accompagne des personnes maintenant à l'emploi et elle va nous partager ce soir des astuces, des choses à ne surtout pas faire et qui peuvent voilà, faire que malgré toutes vos compétences, juste parce que vous pouvez faire peut-être certaines petites erreurs, votre période de recherche d'emploi s'éternise alors que ça pourrait ne pas être le cas. Donc, je vais lui passer le micro à la coach Lorinda Toko pour qu'elle puisse ajouter un mot de présentation si elle le souhaite, pour nous parler de son cabinet notamment. Et puis ensuite, on va l'écouter religieusement, tous les conseils qu'elle aura à nous donner sur comment adapter sa recherche d'emploi aux spécificités du marché africain. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, je suis Lorinda Toko, donc je suis coach emploi. Comme on m'a présenté, donc je suis une ancienne RIPAD, ça veut dire qu'en fait, je suis née en Afrique, je suis l'enfant de l'Afrique et je suis venue ici très petite, donc j'ai fait toutes mes études en France. Et par la suite, à la fin de mes études, je suis retournée dans mon pays, donc l'Angola, pour pouvoir travailler en tant qu'avocate. Et l'expérience que j'ai eue sur place a fait que j'ai été un peu troublée par le fonctionnement du marché de l'emploi en Afrique. J'ai décidé de rentrer et en rentrant, j'ai eu à cœur d'accompagner des personnes comme moi qui veulent rentrer au pays ou des personnes qui sont directement en Afrique et donc qui veulent rechercher un emploi mais qui ne savent pas ou qui ne trouvent pas tout simplement en leur donnant des techniques, des méthodes pour trouver le poste idéal dans le secteur qu'ils recherchent. Donc, pour ce faire, j'ai créé un cabinet de recrutement qui met en relation donc, des candidats spécifiquement africains, même si je suis ouvert à tout le monde, avec des entreprises installées en Afrique. Et dans le cadre du recrutement, je fais aussi du coaching emploi. C'est pourquoi j'interviens aujourd'hui, pour donc vous donner quelques techniques, un peu de mon savoir aussi, et vous permettre ainsi d'accéder à l'emploi. Alors, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. Donc, on va vous écouter religieusement d'abord, et puis ensuite, on aura un temps d'échange et de questions-réponses. D'accord. Alors, donc moi,
on m'a demandé d'intervenir sur les spécificités du marché du travail africain, donc comment trouver un emploi par rapport au marché du travail africain. Donc moi, j'aimerais bien commencer par expliquer ce que c'est que le recrutement, parce qu'une fois qu'on a compris ce que c'est que le recrutement, on comprend un peu comment les choses fonctionnent, puisque moi-même, je ne comprenais pas ce qu'était que le recrutement en sortant de la faculté. Donc le recrutement, si on comprend bien, c'est une mise en relation. En fait, c'est simple, c'est si on prend le recruteur pour un acheteur et que nous-mêmes, les candidats, nous sommes, on va dire, des produits, on comprend tout à fait ce qu'est le recrutement. C'est une personne, donc un acheteur, qui veut juste acheter un produit pour répondre à un besoin. Donc, le besoin, c'est vous. Et si vous comprenez que c'est un achat, vous comprenez qu'il faut que vous répondiez à ce que lui recherche. Je vous dis ça parce que souvent, on postule et par exemple, on a fait des études littéraires, on a un bac littéraire, on va postuler à des postes en informatique. Et on va se dire, mais c'est pas normal, je ne trouve pas, etc. C'est simple. La personne cherche un poste en informatique, de développeur web, vous n'avez pas les compétences et donc il ne pourra pas vous recruter. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment une mise en relation et surtout une relation d'achat. On peut résumer ça comme ça de manière très critique. Donc, une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre quel est le besoin des entreprises, n'est-ce pas, des recruteurs, pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Au niveau du marché africain, parce que là, je sais qu'il y a des personnes de différents pays d'Afrique, donc je ne vais pas être très spécifique. Donc, au niveau du marché africain, le problème qu'on a, c'est qu'on a énormément de personnes qui sont diplômées, et donc, malgré les diplômes, on voit des personnes qui travaillent dans des postes qui ne correspondent pas à leur niveau de diplôme. D'ailleurs, si on voit les statistiques, 60% des jeunes africains sont au chômage. Et donc, on se pose la question, pourquoi ces statistiques-là? Et quand on demande aux experts des ressources humaines africaines, ce qui se passe, c'est qu'il y a une inadéquation entre les formations que font les étudiants africains et le marché du travail. Donc, le travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vous rendre, de vous expliquer comment faire pour que, malgré qu'il y ait cette inadéquation ou que vous ne répondez pas aux critères, ou du moins que vous répondez et que vous n'arrivez pas à y répondre correctement, comment vous allez faire pour pouvoir toucher ces recruteurs-là. Enfin, en tout cas, ce marché-là, ce besoin-là. D'autre part, il y a un deuxième problème qui est en Afrique, et c'est le problème que moi j'ai confronté quand j'y suis allée, c'est une pratique qu'on appelle la pratique du favoritisme, et plus vulgairement ici en France, on appelle ça le piston. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui, pour accéder à l'emploi, pour ne pas dire, c'est un marché qui apparemment est assez fréquent en Afrique, vont déposer leur CV chez une relation familiale, une relation amicale ou autre, pour accéder au marché de l'emploi. Donc, on arrive à des personnes qui sont dans des postes qui ne correspondent pas forcément à leurs compétences et vice-versa. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui n'ont pas ces relations-là ne peuvent pas accéder à l'emploi puisque le marché du travail fonctionnant comme ça, si on ne connaît pas un tonton, une tata qui voilà, peut nous placer, on a du mal à trouver un emploi. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer quelles sont les techniques que j'ai faites, puisque moi-même, je ne suis pas issue d'une famille favorisée, donc je viens d'une famille défavorisée, on va dire, en Afrique. Et dans ces familles-là, ben, je n'ai pas une personne qui est bien placée pour pouvoir me placer. Donc, du coup, je suis arrivée en Afrique avec ma mentalité européenne, bien sûr, et j'ai dit à mes cousins, moi, je veux trouver un emploi. Ça a fait rire tout le monde. Ils disent, mais comment tu veux trouver un emploi? On n'a pas de personne bien placée. Il faut que tu te fasses d'abord des relations. Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai mon diplôme, j'ai de l'expérience, je veux trouver un emploi. Ils me disent, bah, vas-y, cherche, tu ne trouveras pas. Eh ben, j'ai trouvé en un mois et demi, en appliquant tout simplement ce que j'ai appris en Europe et en l'adaptant à l'Afrique. Donc, j'ai pris mon CV et j'ai dit, je vais aller à l'ordre des avocats. Et tout le monde se moquait de moi. On me disait, mais tu allais faire quoi à l'ordre des avocats? Ben, je vais aller demander la liste du cabinet d'avocats et déposer mon CV. Ça faisait rire, donc j'y suis allée. Je me suis bien perdue avec les taxis. Et en arrivant sur place, donc j'ai déposé mon CV à l'ordre des avocats et j'ai dit, je voudrais avoir la liste des avocats et des entreprises qui recrutent des juristes. Ils étaient étonnés, donc moi, je prends cette liste et je commence à traverser un peu le Luanda. Tous les jours, le matin, je me réveille, je dépose, je parle avec les différentes entreprises. Et c'est comme ça qu'au bout d'un mois et demi, on m'appelle pour un entretien assez long. Et par la suite, je suis recrutée pour un poste d'avocat junior, donc au sein d'un cabinet d'avocats angolais. Et là, j'essaie d'expliquer à mes cousins quelle est la méthode à faire pour pouvoir trouver leur poste de la même manière. Ça ne les a pas convaincus, sauf une de mes cousines qui, elle, n'avait pas du tout de diplôme. Et je lui ai montré comment, avec ses compétences qu'elle a acquises en vendant voilà, différentes choses,
elle pouvait accéder à un poste de caissière au sein d'une petite entreprise. Et petit à petit, ben, en faisant ces techniques-là que je lui ai données, elle a réussi à accéder à un poste. Donc, ça, c'est ce qui m'a donné un peu l'envie en fait, de créer African Talents pour aider donc d'autres personnes. Alors, vous allez me dire quelles sont les techniques alors qui ont été mises en place. On aimerait bien savoir pour comprendre un peu. Encore une fois, je pars toujours du besoin et du marché. Donc, le marché africain, c'est quoi? Quand on va dans un marché européen, on tape sur Internet tel poste, on a des job boards, donc des sites d'emploi qui sont assez clairs avec les différents postes qui sont visibles. Ça, c'est ce qui se voit. Voilà. Parce qu'on a aussi un marché caché. Alors qu'en Afrique, quand on recherche un emploi, on a certes des postes qui sont visibles, mais la plupart des postes ne sont pas visibles. Parce que justement, on a une culture générale qui est une culture de la confidentialité au niveau des postes, une culture du relationnel, voilà. Et donc, nous qui n'avons pas ces relations-là, c'est un peu difficile d'accéder à ces postes-là. Pour cela, du coup, moi, ce que je conseille à mes coachés, c'est de se rendre visible face à ces offres d'emploi qui sont inexistantes ou invisibles. Comment est-ce qu'on fait ça? Le premier défaut, la première chose à ne pas faire, c'est de considérer que ce qu'on nous apprend, qui sont en fait des techniques de recherche d'emploi européennes, peuvent s'appliquer à l'Afrique. Donc, le CV, la lettre de motivation, c'est très, très bien. Mais si on n'applique pas certaines techniques, ça va être un peu compliqué de toucher les recruteurs, surtout dans un marché qui est très concurrentiel. Donc, la première méthode, ça va être bien sûr une méthode classique. Hein. CV, lettre de motivation, bien rédigée, comme tu disais tout à l'heure, un titre qui soit clair, bien sûr, une photo qui soit professionnelle, un fond blanc, pas comme moi ici, un fond blanc, chemise ou voilà, en tout cas être bien habillé de manière correcte, surtout pour les femmes, il faut faire attention, et vraiment neutre, quoi, bien habillé. Je ne rentre pas dans la polémique des cheveux, comment il faut te coiffer, juste soyez professionnel dans ce côté-là, parce que, étant donné que dans l'Afrique, on est beaucoup dans le visible, la première carte que vous montrez, c'est votre CV. Et c'est la première chose qu'on juge. Il suffit que la photo soit mal mise, qu'il n'y ait pas de titre, qu'il y ait des fautes d'orthographe, et tout de suite, on se dit, ce n'est pas une personne sérieuse. Donc, commençons déjà par là. Au niveau de la présentation, j'ai vu beaucoup de CV qui étaient des CV un peu fantaisistes parce qu'on a voulu faire original. Alors, ça marche pour certains métiers, surtout les métiers artistiques ou les métiers où on a besoin de visuels, ça peut marcher. Mais pour les métiers classiques, tels que les métiers de juriste, par exemple, préférez le classique. Quand vous ne savez pas, préférez vraiment des CV classiques bien présentés. Ça, c'est vraiment la base. En Afrique, notamment, je conseille de mettre un petit résumé. Donc, vous avez votre titre. Ensuite, vous mettez un résumé de quelques lignes où vous allez expliquer un peu ce que vous faites, enfin, quel est l'objectif en fait de votre carrière. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette carrière-là, ou en tout cas, qu'est-ce que vous visez. Ça, c'est important pour que le recruteur sache qui vous êtes. Parce qu'on dit que là où les Français, on va dire les francophones en général, recrutent sur la base de diplômes, les anglophones recrutent en sachant qu'est-ce que vous savez faire, donc vos compétences. En Afrique, en général, on recrute en demandant qui vous êtes, qui vous envoie, entre parenthèses. Donc, il faut vraiment que ce côté-là soit bien fait pour qu'on sache vraiment qui vous êtes. Donc, une petite présentation et par la suite, donc, selon vos compétences, si vous avez beaucoup de compétences, vous commencez par les compétences, puis la formation. Et si vous n'avez pas de compétences, vous commencez par les diplômes, donc la formation, puis les compétences. Et comme elle disait tout à l'heure, Rosemary, vraiment une page maximum. Voilà, donc ça, c'est vraiment les bases du recrutement classique. Ensuite, accompagné d'une lettre de motivation, courte si possible, et qui va droit au but. Ne parlez pas que de vous, ne faites pas une répétition de votre CV, mais au contraire, vendez-vous, montrez à l'entreprise comment vous pouvez collaborer avec elle. Je ne m'attarde pas sur ça parce que ça, c'est vraiment le basique et je pense que tout le monde à peu près ces éléments-là. Maintenant, comment on fait pour adapter ça à l'Afrique? Comme je vous disais, en Europe, on va dire on a des systèmes qui font qu'on a des job boards, on a pas mal de cabinets de recrutement. En Afrique, c'est encore nouveau. Bien sûr qu'il y a des job boards et des cabinets de recrutement, mais ce n'est pas non plus hyper exhaustif. Donc, commencez par le classique. Envoyez vos CV, vos lettres de motivation directement aux job boards. Et ensuite, si vous voulez l'adapter à l'Afrique, moi, ce que je conseille, c'est de se déplacer. Parce que nous, on a besoin de visuels, on a besoin vraiment de se voir. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent, oui, mais maintenant, en Afrique aussi, ça ne se fait pas trop. Mais sachez que même en Europe, aujourd'hui, si je me déplace avec mon CV, je vais plus impacter le recruteur que quand je l'envoie directement en ligne. Donc, je conseille vraiment de se déplacer, d'essayer
décrocher un rendez-vous avec un recruteur si on peut, ou une personne en tout cas qui est dans l'entreprise, ou sinon de se déplacer directement, quitte à déposer le CV à l'accueil, en se présentant bien sûr de manière polie. Ça donne déjà une image d'une personne qui est motivée et qui sait ce qu'elle veut. Donc, vraiment, c'est mon conseil le mieux parce qu'on a besoin de voir, nous, les Africains, du relationnel. Pour l'adapter encore plus à notre spécificité culturelle, c'est d'adopter une deuxième méthode qui, elle, est une méthode vraiment que moi, je mets vraiment en place pour l'Afrique spécifiquement. Donc, comme je disais, l'important, c'est d'être visible. Et malheureusement pour nous, notre marché, il est à 99% caché. Donc, je conseille deux choses. La première chose, c'est de se rendre visible par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on va adopter une position où on va dire « je recherche un emploi ». Même si vous ne recrutez pas, moi, je suis à la recherche. Comment on le fait? La chose la plus classique, c'est de faire une candidature spontanée. Moi, j'ai un cabinet de recrutement, je reçois parfois des candidatures spontanées. Donc, un CV bien rédigé, vous le envoyez directement au mail de contact ou directement à l'adresse qui est indiquée. Et bien sûr, vous envoyez ça avec un mail d'accompagnement où vous expliquez ce pourquoi vous vous postulez. Pourquoi c'est important? Parce que de un, le recruteur qui reçoit ça, il voit que vous êtes motivé. Et surtout, il faut savoir que les recruteurs de cabinets de recrutement ou autres, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour recruter les candidats. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans la base de données qu'on a et voir si les candidats qu'on a déjà, les CV qu'on a déjà, répondent aux besoins de nos clients. Donc, vous avez une chance plus importante de gagner le corps d'un recruteur, on va dire, si votre CV il est déjà dans la base de données des recruteurs. Une fois que ce CV il a été déposé, bien sûr, comptez 2 à 3 semaines, vous relancez le recruteur en disant, voilà, j'ai déposé mon CV, sachez que je suis toujours disponible ou est-ce que vous avez toujours des besoins? Comme ça, le recruteur se rappelle de vous. Et vous pouvez tomber sur un moment où il recrute justement un profil comme le vôtre et votre profil remonte tout de suite. Donc ça, c'est pour la candidature spontanée. Il y a aussi une autre manière de faire les choses, c'est de se rendre visible en montrant ses compétences. Comment on fait? Soit on a un blog, soit on a une page Instagram, Facebook, LinkedIn, et on va commencer à poster des articles, des petits posts ou juste liker et commenter les posts de recruteurs ou en tout cas des personnes des entreprises qu'on vise. Et on va donc montrer notre expertise par rapport à ces posts-là. Quand on like, on ne va pas juste liker, on va mettre un petit commentaire, une ou deux phrases, pas juste merci ou rigoler, mais dire une petite phrase qui montre qu'on sait de quoi ça parle, tout simplement. Si on veut aller encore plus loin, donc on a un profil sur LinkedIn ou sur Instagram, mais un profil professionnel. Faites attention, parce que le recruteur, c'est un être humain. Légalement parlant, en tout cas ici en France, on n'a pas le droit d'aller fouiner ou aller fouiller la vie d'une personne qu'on recrute. Mais en tant qu'être humain, on le fait. Il faut le savoir. Donc, quand vous postulez avec votre compte Facebook ou Instagram ou LinkedIn et que vous êtes en vacances, ça nous donne une image de vous. Donc, le mieux, c'est de créer, en tout cas, LinkedIn, c'est professionnel, donc j'espère que vous êtes très professionnel sur ce réseau-là. Mais sur Instagram, sur Facebook, créez-vous une page spécifique pour postuler. Et donc, dans cette page-là, vous allez maintenant faire des petits posts. Vous faites un rythme, une ou deux fois dans la semaine, une ou deux fois toutes les 2 semaines, vous faites un petit post sur un point d'actualité sur votre domaine. Et comme ça, quand le recruteur il va taper, il va faire ses petites recherches sur Google ou directement sur le moteur de recherche ou sur LinkedIn, il va taper 2-3 mots qui ressortiront et il se peut que votre article ressort et là, il aura une autre image de vous. Il va voir que vous n'êtes pas juste un CV, mais vous savez de quoi vous parlez. Donc ça, c'est vraiment une technique pour remonter les choses. Pour aller encore plus loin, si vous ne voulez pas faire un blog, ou vous n'avez pas le courage de faire des articles, ce que je vous conseille vraiment de faire, ce n'est pas si compliqué que ça, ce n'est pas de faire des articles hyper spécifiques. Hein. Vous pouvez faire des articles juste généraux, 2-3 points ou donner un avis. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, l'autre chose qu'on doit faire, nous, Africains, et je vous le dis parce que ça vient de marcher avec une de mes coachées, c'est de faire des CV vidéo. Puisque nous sommes dans le visuel et dans le relationnel, la vidéo, ça permet de voir les personnes. Jusqu'aujourd'hui, vous ne me connaissiez pas. Pourtant, je poste sur LinkedIn. Vous me voyez, vous allez plus me faire confiance que si j'étais juste une personne qui postait. Donc, n'hésitez pas à faire un CV vidéo. Donc, vous vous enregistrez
pareil, dans un cadre assez professionnel, mur blanc, veste ou chemise, et vous parlez, vous expliquez un peu vos compétences. Mon conseil pour ça, c'est de ne pas répéter votre CV, parce que sinon, ça ne serait pas très pertinent pour le recruteur. Dans le CV vidéo, ce que vous allez faire, c'est que vous allez expliquer votre projet professionnel, un peu comme j'ai fait avec vous au début. Alors moi, je vais vous donner un exemple, comment moi je le ferai. Je suis Laurine Datoko, donc moi, depuis mon enfance, je suis passionnée par mon continent. J'ai toujours voulu développer les choses chez nous. Et donc, j'ai fait des études de droit dans le but d'entrer dans les grandes organisations et intégrer des parties de ces organisations-là, donc pardon, j'ai plus les mots, excusez-moi. Donc, on va dire des organisations où on pouvait impacter le continent africain. En finissant mes études, j'ai voulu aller directement sur le continent pour voir un peu les besoins qu'il y avait sur place. Pourquoi est-ce que j'ai été avocate? Parce que tout simplement, je voulais défendre les droits des Africains au niveau international. Et donc, si vous expliquez ça comme ça dans votre vidéo, vous commencez très vite en disant juste, voilà, je suis une passionnée de droit, donc j'ai voulu défendre mon continent. Je, j'ai donc décidé de faire du droit. Et là, vous commencez directement à expliquer. Donc, j'ai fait du droit international, j'ai fait du droit pardon, du droit du travail, droit international, pour pouvoir ensuite impacter le continent. Par la suite, je suis allée en Afrique, donc j'ai travaillé en tant qu'avocate en droit du travail. Et aujourd'hui, je fais des ressources humaines. C'est un parcours cohérent. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment il faut faire. Vraiment partir de vous, l'idée que vous avez eue, la formation et ensuite votre projet professionnel pour ensuite arriver à ce qu'on appellerait la relation avec l'entreprise. Donc, vous finissez toujours en parlant de ce pourquoi vous voulez postuler chez eux. Donc, bien sûr, vous vous êtes informé en amont sur l'entreprise et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter de plus. Donc, ça, c'est vraiment très important. Je pense vraiment que ça peut changer d'ailleurs le marché de l'emploi africain et permettre à des personnes qui n'ont pas de relation de remonter un peu dans les statistiques des recrutements, des recruteurs, tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai une coachée qui ne connaît personne en Afrique, c'est une Congolaise, elle ne connaît personne, elle a fait ses études ici, elle n'arrivait pas à trouver un emploi, donc on a essayé par les voies classiques, le CV, la lettre de motivation, on a un peu envoyé partout, on a fait différentes techniques, elle n'arrivait pas à trouver et je lui ai dit, alors c'est simple, on va aller plus loin, tu vas poster ta vidéo directement sur LinkedIn. En 2 jours, elle a trouvé un stage. Le 3e jour, elle avait une deuxième proposition. C'est pour vous dire que ça marche très bien. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez le courage, si vous ne pouvez pas faire quelque chose de structuré, au moins une présentation de 20-30 secondes où vous dites, voilà, je suis un tel, je suis à la recherche d'un emploi et j'ai mon CV qui est sur LinkedIn, je suis disponible pour telle et telle chose. Donc, voilà, donc ça serait vraiment les 2 premiers éléments pour vous rendre visible, la candidature spontanée et montrer votre expertise ou du moins parler de vous dans le cadre d'une vidéo ou d'un CV vidéo. La deuxième chose à faire, c'est d'attirer le recruteur. Donc, vous vous êtes rendu visible, il sait qui vous êtes, mais il y a plein de personnes ou plein d'autres concurrents de candidats qui font la même chose que vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut maintenant faire en sorte que parmi tous ces candidats qui voient, ils soient attirés par vous et vous seul. Et là, j'arrive à la pratique que j'ai beaucoup vue en Afrique, c'est ce qu'on appelle le réseau professionnel qui va en fait impacter directement le recruteur. Donc, ce réseau professionnel-là, en Afrique, ce que moi j'ai vu en tout cas en Afrique, je ne vais pas généraliser, je veux dire en Angola, ce que moi j'ai vu, c'est qu'on dépose son CV à une personne et cette personne-là, elle déposait auprès d'une autre personne. Alors, en France, ça se fait aussi. En Europe, ça se fait, il ne faut pas se mentir. Par contre, aujourd'hui, on est en train de passer à un autre niveau. C'est un réseau professionnel, certes, mais un réseau une mise en relation qu'on appelle une recommandation. Je prends le micro d'une oui, personne. je vais fermer le micro. Qui c'est? Voilà. Voilà. D'accord. Donc, c'est mettre en place le réseau professionnel, l'activer pour obtenir une recommandation. La différence entre le piston et la recommandation, le piston, donc c'est le favoritisme qu'on fait un peu en Afrique, c'est que dans le piston, vous n'avez pas forcément les compétences, vous avez juste une relation, et cette personne-là vous place à un poste. Les conséquences, c'est quoi? Quand vous arrivez à ce poste-là, soit vous avez de la chance, c'est un poste qui vous correspond et c'est très bien, malgré ça, vous avez une image de favoritisme auprès des autres collègues et donc vous en souffrez à long terme. Ou vous n'avez pas les compétences et du coup, vous allez devoir travailler 2 fois plus pour gagner les compétences dont on a besoin. Dans la recommandation, c'est très simple. On considère que le recruteur n'a pas le temps de recruter, donc
Ce sont des personnes de votre entourage qui ont entendu qu'il y a dans leur entreprise tel et tel besoin et ils savent que vous correspondez à ce besoin-là, vous avez les compétences, donc ils vont déposer votre CV directement, personnellement, auprès du recruteur. Et le recruteur, en fait, ce qu'il va faire, c'est vous faire un entretien, donc c'est un entretien classique, et là, on regarde si vous avez les compétences ou pas. Donc, la seule différence avec un recrutement classique, c'est que on pousse votre CV rapidement, directement auprès du recruteur, mais le reste de la procédure de recrutement est la même que pour un candidat, on va dire, classique. Et donc, vous, ce que vous devez faire à votre niveau, c'est juste de prouver que la personne qui vous a placé là et n'a pas eu tort de vous placer, d'autant plus que ça vous met une pression et à vous et à la personne, parce que s'il se trompe, quand il rentre dans l'entreprise, ça ne fait pas une très belle image. Donc, c'est pour ça que le recruteur a plus confiance à une personne qui est recommandée, parce qu'il est quasiment sûr que ce sera un bon candidat. Comment on met en place une recommandation quand on n'a pas un cousin, une cousine, un ami qui voilà, rencontre un recruteur qui recherche? Pour cela, en fait, on va créer un réseau. Donc, le réseau professionnel, ça peut être deux choses. Ça peut être un réseau professionnel physique ou un réseau professionnel virtuel. Donc, le physique, donc c'est des personnes qu'on connaît. Et le virtuel, c'est tout simplement soit Internet directement, soit les réseaux sociaux. Pour ces deux réseaux, je vais résumer ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, le réseau physique et le réseau virtuel fonctionnent à peu près de la même manière. Moi, le conseil que je donne, c'est que pour toucher les gens, il faut déjà savoir qui on touche. Donc, je vous conseille de faire une liste parce qu'on pense qu'on n'a pas de réseau, mais on a toujours un réseau. On a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc, vous faites une liste de ces personnes-là, donc un nombre de personnes que vous connaissez, un tableau avec une colonne où vous mettez tous les gens que vous connaissez, même les plus insignifiants, même la babysitter, tout le monde, vous mettez tout le monde. Dans la deuxième colonne, vous allez mettre le niveau de relation que vous avez. Est-ce que c'est une personne très proche ou c'est un ami d'un ami ou est-ce que c'est très éloigné? Et ensuite, dans la troisième colonne, vous allez mettre comment cette personne peut vous aider à accéder au poste que vous voulez. Est-ce qu'il connaît une personne qui peut vous placer? Ou est-ce que tout simplement, il a des compétences qui pourraient vous aider ou vous former rapidement? Ou est-ce que c'est une personne qui vous réconforte quand vous allez mal? En tout cas, il faut vraiment faire une liste très claire. Comme ça, vous savez, une fois que cette liste est faite, vous allez maintenant savoir quelle est la personne, quelles sont les personnes qui sont importantes là maintenant pour pouvoir accéder à votre poste. Un conseil, c'est rarement les recruteurs qui sont les bonnes personnes à contacter. Les recruteurs sont hyper occupés. Donc, contactez plutôt une personne comme un responsable, un manager. Lui, il sera peut-être un peu plus à même de vous répondre. Si vous n'avez pas ce type de relation-là, vous pouvez aussi contacter un ami dont le parent a une relation dans telle et telle entreprise. Alors, vous allez me dire, mais mademoiselle Toko, vous avez dit que non, il ne fallait pas faire de piston. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'une fois que vous allez être mis en contact avec cette personne-là, voilà ce que c'est que le réseau professionnel. Et voilà pourquoi ça ne marche pas parfois. C'est que nous, quand on a un réseau professionnel, on se dit quoi? On appelle la personne, on dit, voilà, je recherche un poste de table, et voilà, je voudrais avoir un poste à telle heure. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne marche pas la plupart du temps. Ce que vous allez faire, c'est créer une relation avec cette personne-là. Donc, vous ne la contactez surtout pas pour avoir pour avoir un poste. Vous allez la contacter pour avoir des informations sur le poste ou sur le secteur. Donc, une fois que vous l'avez contacté pour ce poste-là ou pour ce secteur-là, vous laissez la relation telle qu'elle. Et là, vous allez maintenant mettre en place une relation amicale ou en tout cas une relation professionnelle où vous allez commencer à donner des informations, donner des conseils de temps en temps, envoyer un petit bonjour pour les fêtes. Et petit à petit, comme ça s'installe une relation qui fait que, à force qu'il voit que vous parliez du même domaine, en tout cas de votre domaine d'expertise, ou en tout cas que vous avez une relation amicale avec lui, le jour où une opportunité se présente dans votre secteur, à qui il pense? Directement à vous, tout simplement. Donc, c'est vraiment le conseil que je donne le plus. Ne créez pas une relation directe, créez une relation à long terme. Et cette relation à long terme, c'est une relation où on va donner plus qu'on va recevoir. Bien sûr, c'est une relation qui est dans la sincérité. Ce n'est pas parce qu'on cherche un emploi qu'on va utiliser la personne. C'est juste qu'on va se placer d'une certaine manière. De toute façon, la personne qui est en face, elle n'est pas dupe. Elle sait très bien que le but, c'est l'emploi. Et vous non plus, vous n'êtes pas en train de le voler puisque vous lui donnez des informations.
Alors, quand on dit donner des informations, ça veut dire quoi? On revient un peu à ce que je disais sur LinkedIn. Vous pouvez donner des informations en regardant sur LinkedIn, vous voyez un article, vous avez parlé avec lui et cet article-là correspond à cette conversation. Donc, vous allez juste le mettre en relation par rapport à ça. Ah oui, tel jour, j'ai vu tel article qui peut vous intéresser, tout simplement. Et vous pouvez en parler pendant 2-3 minutes et vous passez à autre chose. Ça peut être aussi vous qui écrivez un article sur un point qui correspond à une problématique qu'ils ont dans leur entreprise. Et là, vous dites, voilà, je viens d'écrire un article. Ça peut être qu'il recherche, par exemple, une babysitter, je dis n'importe quoi, hein, pour son enfant, et il s'avère que votre cousine recherche aussi une babysitter. Et vous dites, ah oui, monsieur, j'ai entendu la dernière fois que je cherche une babysitter, bah, justement, ma cousine, voilà. Vous rendez un service, vous donnez des informations pour que, à long terme, vous pourrez acquérir cet emploi-là. Bien sûr que ça prend plus de temps, je ne dis pas le contraire. Bon, en Afrique, ça prend moins de temps parce que nous, on est direct. Mais ça prend aussi du temps. Mais c'est le seul moyen qu'on a pour que ces relations-là durent longtemps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous cherchez un poste pour un bac +2, peut-être un poste junior. Par la suite, vous pourrez chercher un poste plus important. Et quand vous avez construit une relation à long terme, à la fin, on arrive toujours à garder ces relations et donc avoir des postes plus importants. Ça, c'est les techniques que moi, j'emploie dans mes séances donc, de coaching. Et le mot d'ordre, en fait, que je dis toujours aux personnes, c'est ce que moi, je conseille, c'est de ne pas être dans des relations où on calcule. Comme je disais, donner, mais donner vraiment gratuitement. C'est-à-dire que vous le donnez avec plaisir. Et vous ne donnez pas juste en vous disant, oui, dans 2 semaines, il va me donner un poste. Parce que quand vous faites ça, la personne, en fait, elle le sent et se sent utilisée. Tout simplement. Donc ça, c'est les différentes techniques que je peux mettre en place et que je peux vous conseiller pour trouver un emploi en Afrique. Maintenant, si on va aller plus loin, parce que Rosemary m'avait posé quelques questions sur donc le marché du travail en Afrique. Très rapidement, si vous mettez en place ces techniques-là et que malgré tout, vous ne trouvez pas d'emploi, il faut vous poser la question de ce qui se passe. Comme je vous disais, c'est une relation que vous créez. Il y a le marché du travail. Il y a différentes choses aussi qui sont mises en place, donc différents éléments qui ne sont pas que le CV et la lettre de motivation, ça va au-delà de ça. Et donc, je pense que tu posais des questions par rapport aux compétences qui sont demandées aujourd'hui en Afrique. Voilà, oui. C'est ça. Par exemple, les compétences. Bon, il y a les compétences, il y a les savoir-être. Euh, de nos jours, mais ça c'est en Europe, enfin je lisais un article, mais ça correspondait à l'Europe et au marché du travail africain. Au-delà des compétences, c'est-à-dire, je sais pas, vous êtes ingénieur, vous êtes comptable, les recruteurs recherchent des savoir-être. Est-ce que la personne saura s'adapter à l'entreprise? Est-ce que ce sera agréable de travailler avec cette personne? Et il y a, par exemple, je crois, il y avait le... Ah oui, j'avais oublié de vous envoyer. En fait, il y avait, par exemple, l'autonomie. Il y avait des choses comme voilà, la faculté de prendre des initiatives. Maintenant, est-ce que ça, c'est propre à l'Europe, mais si vous prenez des initiatives en Afrique, on va vous chasser? Voilà, est-ce que est-ce que c'est les mêmes est-ce que c'est les mêmes savoir-être en fait qu'on recherche voilà, en Europe et en Afrique. Et puis, est-ce que il y a cette blague-là qui circule toujours, dont vous avez fait l'allusion. Quand tu cherches un travail aux États-Unis, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Quand tu cherches en France, on te demande quels sont tes diplômes. Mais quand tu cherches en Afrique, on te demande qui tu connais. Maintenant, quelle est la place voilà, des diplômes, quand même des compétences sur ce marché africain où le relationnel est très important, mais les compétences, j'imagine, comptent quand même. Voilà. Oui. Alors, les compétences sont, je dirais, pour moi, universelles. C'est-à-dire que les mêmes compétences sont demandées en Afrique, comme en Europe, comme en Asie. C'est juste que le marché du travail, comme le marché asiatique, comme le marché européen, a ses spécificités. Donc, il y a certaines compétences qu'on va mettre en avant. Alors, je différencie les savoir-être qui sont des qualités professionnelles et les compétences. Au niveau des compétences, donc les compétences générales, c'est tout ce qui touche à l'adaptabilité au poste, tout ce qui est le sens de la responsabilité, les capacités à communiquer. Et aujourd'hui, avec le corona et le pass sanitaire, etc., il faut apprendre à travailler à distance. Donc, adaptabilité, responsabilité, capacité à communiquer et le travail à distance. Ça, c'est les compétences générales. En Afrique, plus spécifiquement, au vu de ce qui est demandé, généralement dans les entreprises, on va chercher à savoir si les candidats ont une capacité à prendre des décisions, donc un leadership. Donc, si vous pouvez noter ça, parce qu'en fait, c'est vraiment des compétences qu'on va demander absolument. On ne va pas vous les dire très clairement comme ça en entretien, mais on va analyser ça dans votre manière d'être, dans votre manière de parler. Donc, le leadership, c'est vraiment, est-ce que cette personne, je peux lui donner un dossier et qu'elle puisse me prendre une décision et discuter avec moi par rapport à ça.
La deuxième chose que j'ai pu voir au niveau du recrutement, c'est une capacité au développement personnel. C'est très à la mode. Alors, le développement personnel, on le voit un peu partout, on parle de yoga, etc. Mais au niveau du travail, c'est vraiment une capacité à se former. Je n'ai pas telle compétence ou telle caractéristique, je vais aller me former par différents biais, en payant une formation, en payant un coaching, en regardant YouTube. En fait, c'est vraiment montrer que vous êtes capable de dépasser quelque chose que vous ne savez pas faire. Ça rejoint un peu l'adaptabilité. Une autre compétence qu'on va demander, c'est l'intelligence interculturelle. Alors, c'est d'abord l'intelligence sociale, donc l'intelligence des émotions, savoir gérer des relations professionnelles, donc les différents conflits, voilà. Mais en Afrique, étant donné que de plus en plus, il y a des gens de la diaspora qui rentrent, et notamment de plus en plus aussi, il y aura des expatriés européens. Bon, on est aussi européens, mais on se comprend, on est plus afro-européens qu'autre chose. Il y a une possibilité de choc culturel. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je vous donne une anecdote que j'avais donnée à Rosemary la dernière fois. Étant donné que j'étais une des plus jeunes du cabinet, malgré que j'étais avocate, on me demandait d'aller acheter des bananes chez la dame du coin. Sauf que moi, je suis européenne et qu'en Europe, on différencie le travail et les relations voilà, familiales. Et chez moi, il n'y avait pas cette différence-là. Donc, c'est vrai que quand on m'envoie acheter des bananes, je me dis, mais de quoi on parle là? Et c'est des petites choses comme ça qui, au fur et à mesure, ont fait que je me suis dit, je ne supporte plus. Parce que pour moi, c'est des manques de respect, alors que pour les personnes en face, c'était totalement normal. Hein. J'étais jeune, ils étaient plus vieux que moi, donc voilà, aller faire ça, aller faire ci. Tout le temps, on m'envoyait à gauche, à droite, c'était normal. Donc, c'est pour ça que l'intelligence interculturelle, c'est vraiment une des choses qu'il faut développer. Comprendre comment pense un Asiatique, comment pense un Afro-Européen, comment pense un Africain local, on va dire, comment pense un Européen. Et en Europe, il y a différentes mentalités. Le Français et l'Espagnol ne pensent pas de la même manière. Donc, si vous arrivez à acquérir ces compétences-là, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre dans le CV. Et généralement, on l'acquiert parce que soit on est dans une famille qui est déjà interculturelle, naturellement, parce qu'on a un métissage culturel ou génétique, on va dire, ou parce qu'on a beaucoup voyagé. Il y a des personnes qui ont voyagé un peu partout, donc du coup, ça, il faut vraiment le mettre parce que ça montre vraiment que vous pouvez vous adapter à différents environnements. Une autre chose qu'il faut noter en Afrique, c'est que l'Afrique, ça doit devenir un peu, je ne sais pas comment dire ça, un cerveau technologique dans ce qu'on est en train de voir. Donc, de plus en plus, on va aller vers des métiers qui touchent aux TIC, donc aux technologies de l'informatique et de la communication. Et donc, il faut être adaptable à ces technologies-là. Donc, avoir au moins une compétence pour s'adapter au travail digital, on va dire, et à tout ce qui touche à la technologie. Ça, c'est un peu ce que je pourrais dire que je vois qui est demandé par les entreprises, parce que moi je suis recruteur, mais par les entreprises. Enfin, ça, c'est un peu ce qu'on surveille dans votre CV. On regarde, est-ce que vraiment, voilà. Et encore plus en entretien, on essaye de regarder si vous avez à peu près ça. Ah oui, et la créativité. Mais ça ne me fait pas peur en Afrique. Je pense on est vraiment très créatif en fait. Donc, la créativité, c'est important. Mais c'est vraiment la capacité de pouvoir innover. C'est vraiment ça qu'on va voir auprès des personnes. Ça, c'est les, les compétences. Au niveau du savoir-être, donc le savoir-être, pour les personnes qui ne savent pas, c'est vraiment les qualités professionnelles donc qu'on a, soit naturellement, soit parce qu'on l'a acquis au cours de notre formation professionnelle ou de nos expériences. Enfin, ces qualités-là, ça peut être le sens de la communication, l'esprit d'équipe, le sens du relationnel, l'initiative, ça peut être aussi le respect, chose que parfois des personnes n'ont pas. On a aussi l'audace, on peut parler aussi de l'efficacité et beaucoup d'autres qualités comme ça qui sont nécessaires pour le bien-être au sein de l'entreprise en elle-même, donc pour que les personnes puissent travailler ensemble et qu'on puisse avancer ensemble. Au niveau de l'Afrique, moi, je ne vois pas de spécificité par rapport à ça. Simplement, au vu des candidats qu'on a, je vais mettre le point sur certains éléments que moi, j'ai vu personnellement, avec mon expérience en Afrique en tant que, on va dire, personne qui vient de l'Europe, et aussi par rapport au CV que je reçois et aux personnes que je reçois en entretien, des choses auxquelles on doit faire attention. Je rejoins un peu Rosemary sur ce point-là, l'autonomie, super important.
quand on arrive à des métiers cadres, comme on dit, à des métiers quand même à bac+5, en tout cas, ou des métiers à bac+2 avec expérience, on ne peut pas se permettre d'arriver en attendant que, une fois qu'on est formé, en tout cas si on n'est pas stagiaire, une fois qu'on est formé, on attend de vous que vous sachiez quand même travailler tout seul sur certains dossiers. Parce que si on vous emploie, c'est aussi pour se décharger un peu de certaines choses. Donc, c'est vrai que beaucoup d'entreprises se plaignent de ce côté-là, du manque d'autonomie des candidats africains. Alors, moi, ce que je dis, si vous considérez que vous avez encore du mal à travailler seul, c'est de s'entraîner dans le cadre de, enfin, soit des expériences, on va dire, comment je vais dire ça? Prendre des postes qui sont un peu moins qualifiés ou faire des stages pour pouvoir gagner en autonomie. Mais c'est vraiment important parce que, comme je vous dis, une entreprise, quand elle vous recrute, c'est vraiment pour se soulager d'un besoin. Donc, si en plus du recrutement, il faut qu'elle vous forme à chaque fois, il faut qu'elle soit derrière vous, en fait, c'est comme si ils vous ont recruté pour rien. Donc, ça, c'est la première chose que je vois, c'est vraiment le manque d'autonomie pour certains candidats. La réactivité. On est dans un monde où tout va vite. Donc, il est important que quand on vous envoie un mail, la réponse, elle est rapide, en tout cas le plus rapidement possible. Et souvent, c'est vrai que de par la culture qu'on a, c'est pas qu'en Afrique, hein, aux Caraïbes, pour vous dire où il y a des afro-descendants, il y a aussi cette culture où nous, chez nous, les choses vont moins vite. Voilà, nous, pour vous dire, par exemple, j'ai une candidate, elle a envoyé sa demande de convention de stage auprès d'une entreprise africaine, en Côte d'Ivoire. On a à 2 semaines, ils n'ont toujours pas signé. Alors qu'ici, on vous signe sous 48 heures. D'où le fait que la réactivité, c'est super important pour les recruteurs, en tout cas, qui veulent employer des candidats. Il faut que vous sachiez répondre le plus rapidement possible, en tout cas, dans les délais aux demandes de vos employeurs. Autre chose que je vois, et ça, je l'ai vu moi personnellement, en tout cas, le manque de rigueur. Donc ça, c'est un savoir-être qu'il faut absolument acquérir parce que de plus en plus, les entreprises, qu'elles soient internationales ou africaines, peu importe le pays, sont des entreprises qui veulent aller très loin dans leur manière de travailler. Et la rigueur, c'est le point d'ancrage. C'est par là qu'on commence pour pouvoir avancer. Donc, si vous faites des fautes d'orthographe, un petit conseil entre nous, il y a des logiciels sur Internet qui vous permettent de corriger n'importe quelle faute d'orthographe. Un de ces logiciels-là, c'est Reverso. Vous tapez Reverso, vous prenez votre CV, vous le mettez sur Reverso et Reverso vous corrige. Et il n'y a pas que Reverso, il y a d'autres logiciels. Donc, la rigueur, c'est super important dans votre manière de parler. Les mots que vous employez, c'est parfois un défaut. Je vous dis ça parce que moi, je suis angolaise, j'ai grandi en France, mais même en France, nous, on va dire les afro-descendants, on a un français qu'on emploie entre nous. Ce qui fait que parfois, quand on arrive en entreprise, on a des termes et des manières de parler qui ne correspondent pas au français, on va dire, académique. Voilà, donc parfois, même sans faire exprès, on dit, ah, il y a telle chose, et puis on se dit, oh mince, on est en entreprise, on ne peut pas dire ça. Et donc, quand on écrit, parfois, on écrit comme on parle. Donc, il faut faire attention à vraiment employer un français correct, à parler vraiment de manière très correcte sur les documents qu'on va, qu'on va envoyer à une entreprise, en tout cas sur nos dossiers. Donc, ça, c'est vraiment le côté langue. Mais la rigueur, c'est aussi, je vais revenir sur ça, c'est vraiment un cliché, mais c'est un cliché que moi, j'ai vécu personnellement, le retard. Le retard, ce n'est pas que le retard d'arriver en retard dans l'entreprise, c'est aussi arriver en retard durant l'entretien d'embauche, parce que l'entretien d'embauche, c'est là où tout commence en fait. Hein. C'est arriver en retard sur un dossier, on vous dit rendez-moi ça le 10 à 8 heures, à 8 heures, c'est pas prêt. Et ça, c'est vraiment un problème qui est souvent reproché aux candidats africains, qu'ils soient afro-européens ou africains locaux ou on va dire de la diaspora en général, caribéenne ou pas. On reproche beaucoup ça parce que bah, nous, dans notre culture, on n'a pas ça. Moi, je sais qu'au début, j'avais du mal avec ça, mais petit à petit, j'ai dû m'adapter. Je ne me suis pas adaptée à la rigueur, je me suis adaptée au retard africain. Je suis déjà arrivée à une réunion où on m'a dit 10 heures. Donc, nous, quand on dit 10 heures, normalement, à 10 heures moins 10, tu es déjà là. Parce que 10 heures, c'est on commence à travailler. Et moi, je suis arrivée à 10 heures et les personnes étaient là à 11 heures, mais ils ne s'inquiétaient pas. Ça ne les dérangeait pas. Et après, on m'a clairement dit, mais pourquoi tu arrives à 10 heures? Alors, je n'ai pas compris. C'est en fait moi qui étais un peu déstabilisée par rapport à ça. Alors, j'ai quand même appris parce que ça m'a un peu, on va dire, déstressée. J'ai appris à m'adapter à cette manière de travailler. Mais arrivant en Europe, j'ai eu du mal, du coup, à être très, très rigoureuse dans ma manière de travailler parce que j'ai appris à, voilà, me lâcher un peu. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui est
voulu aujourd'hui par les entreprises africaines. Donc, il faut apprendre vraiment à travailler, on va dire, d'une manière vraiment très carrée, tout simplement. Heu, je pense que j'ai tout dit, par rapport à ce que j'ai vu. Après, quand même, je finis sur une qualité qu'on a, nous, les Africains, c'est la polyvalence. Dans les entreprises africaines, parce que 90 des entreprises qui recrutent, c'est des PME, c'est des petites entreprises et donc du coup, on va vous demander d'être développeur web, on va vous demander aussi de faire d'autres métiers à côté parce que, il y a pas forcément beaucoup de compétences qu'on peut, mettre en place. Donc du coup, je vois Armand Oyombi, je reviens sur ce point-là. Du coup, c'est important aussi de mettre ça en avant. On peut faire plusieurs choses et les entreprises aujourd'hui recherchent ça, la polyvalence. C'est une chose que nous, en Europe, on n'a pas. Parce que moi, je sais que j'ai fait tel diplôme, j'ai eu tel métier, donc je travaille que sur ça. Et quand on me demande autre chose, ben non, c'est pas écrit dans mon contrat. Alors que les Africains, voilà, je vous le dis, les Africains, mais je suis africaine, hein, mais c'est pour vous dire un peu, les locaux ont cette manière de travailler qui fait qu'ils peuvent s'adapter très facilement à beaucoup de choses. Donc, c'est une qualité que vous devrez mettre en avant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Alors, répondu. ouais, merci beaucoup, Lorinda. C'était très exhaustif, très complet. Je pense que tout le monde a pu attraper plein de clés pour rendre plus percutantes et voilà, plus on point ces candidatures. Alors, tu voulais revenir sur le problème de la ponctualité en Afrique suite aux commentaires d'Armand, donc vas-y. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très compliqué, la ponctualité. Mais mon point, c'est quand vous savez que vous avez un défaut, j'ai bien dit que l'une des compétences sur lesquelles on va vous juger, c'est le développement personnel. Le développement personnel, ça passe par différentes choses. Vous avez tel défaut, lisez des livres, demandez des conseils à vos parents, formez-vous de toute manière sur YouTube, voilà, mais ne venez pas avec le même défaut. Si vous savez que chez nous, je dis bien chez nous, on a ce problème de ponctualité, faites exprès de vous réveiller plus tôt ou de venir plus tôt. Nous, ici, aujourd'hui, on a une grève, par exemple. On n'a pas de bus et donc, du coup, pour aller au travail, c'est très compliqué. Un Africain va se dire, bah, il y a une grève, c'est pas ma faute. Alors que l'Européen va juste se dire, bon, bah, puisqu'il y a une grève, je me réveille une heure avant, je démarre une heure avant, quitte à arriver en avance. Quand vous savez que vous avez un problème de ponctualité, on le sait, comme je vous dis, la Caraïbe, c'est l'exemple type. On nous a amenés aux Caraïbes, mais on continue toujours à être en retard. Les gars, Même aux États-Unis, hein, ça oui, m'avait on frappé continue. la dernière fois. C'était sur donc un Afro-Américain qui blaguait quand un noir, donc noir américain, vous dit qu'il est juste au coin de la rue, il arrive. Dans Mhm. combien de temps il va réellement arriver en fait? Et je me suis Mais dit, oui, waouh, on a fait 400 ans aux États-Unis, mais mais oui, l'histoire de ça continue. ponctualité là, ça Ah continue. oui, mais moi, j'ai des amis antillais, mais je dis: «Mais c'est pas possible ça, Ouais, mais c'est» ils sont toujours en retard et ouais. même quand on fait des fêtes entre nous, on sait quand tu dis 13h, on sait très bien que ça va être 20h. Mm, Donc mm. ça sert à rien de faire à manger à 13h, il y aura personne. Mais comme on sait qu'on a ce problème-là, s'il vous plaît, venez 30 minutes en avance, venez 15 minutes en avance. Préparez-vous en sachant que vous allez être en retard. Donc autant arriver 5 minutes en retard que 10 minutes en retard. Ou en tout cas, faites tout pour être en avance et donc faites tout en avance, tout simplement. Parce que vous savez que vous avez ce défaut-là, vous le savez. Donc, juste pour les entretiens, faites en sorte de. Autre chose aussi que je vois entre Africains, entre Noirs plutôt, parce que vous êtes un Noir, on va vous traiter d'une certaine manière, on va vous parler d'une certaine manière, pour pas dire d'une manière très amicale. Alors, c'est très bien, hein, sauf que dans le milieu d'emploi, vous ne savez pas sur qui vous tombez. Vous allez tomber sur une personne qui n'aime pas ce ton-là, vous êtes disqualifié direct. Ils se disent, je ne peux pas travailler avec lui, il n'est pas sérieux. Alors que vous êtes juste, voilà, nous, chez nous, on est à l'aise, quoi. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort sur ça. Le côté relationnel et le côté ponctuel. Faites exprès d'arriver en retard. Quitte à arriver 30 minutes en avance, ce n'est pas grave. Ça montre une bonne image juste pour l'entretien et pour le travail parce que vraiment, à long terme, on a l'impression qu'un petit retard, ça ne fait rien, mais un petit retard, ça peut faire des choses graves à l'entreprise. Et donc, par conséquent, on peut perdre des contrats, on peut perdre des clients et c'est vrai que ce n'est pas forcément bien vu. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, merci beaucoup. Donc, on va maintenant ouvrir aux questions. Je ne sais pas s'il y a des participants qui ont des questions. On va peut-être prendre 15 minutes encore de questions-réponses. Donc, je ne sais pas, allez-y, levez la main si vous voulez dans le chat, s'il y a quelqu'un qui a une question à poser, ou ouvrez votre micro, mais de manière disciplinée, qu'il n'y en ait pas 10 qui ouvrent le micro en même temps.
Alors, j'ai vu, Tricoche, que tu as ouvert ton micro. Vas-y. Oui. Bonsoir, coach Lorenda. Moi, c'est Tricoche. Je suis au Bénin et je vous remercie déjà pour la formation là. J'avoue qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai déjà notés là et qui vont me servir par la grâce de Dieu. OK. Et là, justement, j'ai une question. J'ai deux questions. Oui. La première question, dans le cadre de recrutement où le test doit se faire par email, quelles sont les précautions à prendre pour être... Donc, on vous a envoyé un test par email pour pouvoir être recruté. C'est Oui. bien ça? Oui, un test écrit par email. D'accord. Et donc, après, vous le renvoyez au recruteur, mais c'est comment ça se... Parce que je ne sais pas si en France, on peut faire ça. C'est Alors, si je peux me permettre, moi, ça m'est arrivé récemment pour un recrutement aux Nations Unies. Et en fait, ils m'ont envoyé à leur dite, en fait, comme c'est des trucs à distance, c'est pour un poste à l'étranger. Donc, ils m'ont envoyé un intitulé comme un examen d'écrit, en fait. C'est dans un document Word. D'accord. Un test écrit. C'est des tests de compétences, mais écrits, en fait. Donc, on m'a envoyé des exercices et puis des questions où je devais répondre dans un temps limité et renvoyer ensuite le document voilà, avant leur limite. Je pense que c'est la même chose, Tricoche. Tu me confirmes? Oui, je pense que c'est bien ça. Oui. D'accord, oui. Donc, dans ce cas-là, vous ouvrez le document, vous êtes connecté dans une plateforme, c'est ça? En fait, là, c'est vraiment... Alors, dans mon cas, c'était vraiment sur le principe de confiance parce que c'est juste un document Word qu'on m'a envoyé par mail que j'ai ouvert et que j'ai rempli et j'ai renvoyé. Il n'y avait pas de trucs compliqués, de plateforme, de quoi là. Non, parce qu'en France, on fait ça pour les... comme là, il y a le Covid et il y a le pass sanitaire. Oui. Donc, du coup, on nous envoie un lien, mais on va se connecter et c'est une vidéo. OK. Voilà, donc on va dire que c'est à peu près le même principe, mais là, c'est une vidéo, tout est surveillé. Donc, j'allais vous dire en premier état de faire attention là où vous allez répondre. Mais s'il n'y a pas de surveillance, on va dire vidéo, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire... de regarder si on vous surveille ou pas. Mais dans tous les cas, moi, ce que je veux dire, c'est que soyez le plus sincère possible dans ce que vous faites. Oui. Répondez calmement. Voilà. De toute façon, si le poste vous correspond, vous allez juste correspondre naturellement. Les éléments à prendre en compte, c'est les mêmes éléments que si vous aviez un recrutement classique pour moi. Vous répondez, vous essayez de faire attention aux fautes d'orthographe, en tout cas à la présentation que vous faites, à la manière dont vous vous exprimez, parce que là, c'est de l'écrit, donc c'est la première chose qu'on va regarder. Et puis, voilà, c'est vraiment comme un recrutement quand vous répondez aux différentes questions. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a une question spécifique que vous vous posez par rapport à ça? Peut-être que je pourrais répondre de manière plus spécifique. Non, je pense que c'est pour ça. J'ai entendu parler de ce mode de recrutement et je voudrais quand même avoir des informations sur ça. La question qui suit aussi, bon, je pense qu'elle est un peu plus spécifique. Je ne sais pas si vous connaissez dans le milieu américain comment les recrutements la particularité du recrutement dans le milieu américain. Je ne sais pas si vous avez des expériences de ce côté que vous pourrez partager. J'ai quelques expériences. Oui. J'ai quelques expériences spécifiquement. Oui. Et quelle est la question du coup? En fait, parce que le poste sur lequel il se positionne là, c'est une organisation américaine. D'accord. Et donc voilà, est-ce que peut-être culturellement, vous parlez de la culture ou de la sensibilité culturelle, est-ce qu'il y a des petites choses qui varient? Alors, merci Naona, bonsoir, voilà, oui, ok, pas de problème. Oui, je t'enverrai le replay, je vous enverrai le replay, ceux qui avaient participé. Ok, je note déjà le mail, c'est bon. Excusez-moi, voilà. Donc voilà, est-ce que culturellement, est-ce qu'un recruteur américain, est-ce que voilà, il est différent, est-ce qu'il pose des questions différentes? Exactement. Ah, d'accord. Alors, oui, moi, j'ai pu noter, moi, je suis française. Donc, en France, nous, ce qui va nous intéresser, si vous voulez, c'est vraiment le diplôme, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va plus regarder qu'est-ce que vous avez appris à la faculté, quelles sont vos connaissances. C'est ce sur quoi on va se poser. Alors qu'en Amérique, eux, ils vont plus regarder les compétences. Donc, si vous voulez, si vous êtes appelé par un recruteur américain, listez plus ce que vous avez appris. Comment vous le faites? Vous prenez chaque expérience que vous avez eue,
et vous listez ce que vous avez fait dans ces expériences-là. Le mieux, c'est de prendre pour chaque poste une offre d'emploi de chez eux. Comme ça, vous avez les termes spécifiques. Je sais pas, vous êtes développeur web, vous allez prendre développeur web et vous verrez que dans l'offre, il y a des missions. Donc, vous prenez les missions et vous détaillez un peu dans votre CV, pour pas dire vous copiez un peu les termes pour avoir les bons termes, tout en restant vous-même, hein, en montrant bien ce que vous avez fait. Et donc, pendant l'entretien, on va dire, ce que vous allez mettre en avant, c'est ces compétences-là que vous avez acquis. C'est vraiment ça qu'eux, ils aiment. Donc, vous allez commencer l'entretien en vous présentant, voilà, je suis un tel, j'ai fait ça, 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 mais vous n'allez pas commencer forcément à détailler les connaissances que vous avez acquises à la faculté ou en tout cas de différentes manières. Ce que vous allez détailler, c'est vos compétences. Donc, vous allez dire, voilà, j'ai été développeur web, dans ce cadre-là, j'ai fait ça, 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 mais vous n'allez pas non plus être dans une citation des compétences au fur et à mesure. J'ai fait ça, et dans ce cadre-là, par exemple, vous mettez toujours un exemple, j'ai fait telle et telle chose, et eux, ils aiment bien les chiffres. Eux, c'est Voilà, les l'argent. résultats. Eux, c'est l'argent. Il ne faut pas chercher avec eux. Si vous êtes en centre d'appel, je prenais, je ne sais pas combien d'appels en 5 minutes. Si vous êtes commercial, je vendais, je ne sais pas combien de choses en 1 heure. J'ai fait gagner à mon entreprise tel nombre de choses. Donc, les chiffres, c'est important. Chaque compétence, chaque chose que vous avez fait, il y a un chiffre derrière. Statistiques, argent, voilà. Ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué chez les Américains. Après, ils aiment bien tout ce qu'ils appellent les soft skills. Donc, c'est tout ce qui est le savoir-être dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, toutes en fait, les qualités professionnelles que vous avez. Et pour ça, c'est pour tout le monde. Quand vous présentez les qualités professionnelles, la même chose. Vous ne dites pas, oui, voilà, moi, je suis quelqu'un qui sait communiquer. Ah bon? Et comment je le sais? Je sais communiquer parce que j'ai fait un webinaire et dans ce cadre-là, j'ai pu présenter à je ne sais pas combien de nombres, toujours les chiffres avec eux, hein, à, je sais pas moi, 10 personnes ou 20 personnes, comment trouver un travail en Afrique. Et dans ce cadre-là, il y en a 3, 4 qui ont trouvé un emploi. Toujours un exemple. Donc ça, c'est un peu la spécificité que moi, je pourrais donner par rapport à l'Amérique. Voilà, les soft skills et les compétences à mettre en avant. Et les chiffres, toujours les chiffres et l'argent surtout. Voilà. Et par rapport à ce qu'on a vu un peu tricoche au cours de la formation, en fait, c'est là où il faut vraiment appliquer la méthode STAR, surtout avec les Américains. Situation, tâche, action, résultat. Toujours, chaque réponse, tu structures comme ça. Vous savez faire telle chose? Oui, oui. Situation, tâche, action, résultat. J'ai fait ça dans telle entreprise, j'ai mené telles actions et ça nous a fait augmenter le chiffre d'affaires de 60%, les résultats. Toujours, toujours, toujours. Vraiment avec d'être très, très spécifique, très concret. Voilà, ce que vous avez appris, le modèle STAR. Si tu peux préparer ton plan 30, 60, 90 aussi d'action, de ce que tu vas mettre en place, être vraiment, voilà, vraiment dans le concret en fait. Un peu, exactement. Voilà. Ouais. Exactement. Merci bien. En fait, il faut se comporter comme un commercial chez eux. Vraiment ça. Oui, oui, il faut vendre. Alors qu'en France, vous parlez d'argent, c'est un peu mal vu, mais là-bas, c'est l'argent. Voilà. Alors, j'ai vu la main levée de Roméo. Donc, Roméo, tu peux ouvrir ton micro. Ok, bonsoir tout le monde et bonsoir coach Lorenda, bonsoir Rosemary et Précoche et tous. Alors, j'ai suivi avec une attention particulière. Merci déjà pour le temps et pour ce webinaire. Moi, j'ai une question, mais avant, par rapport à la première question de Tricoche, hein, je pense que on a déjà aussi des tests hein, quand vous faites des certifs en ligne là. Les tests finaux sont généralement comme ça, en fait. Il y a pour des certifs qui sont vraiment sérieuses, là, c'est par mail ou c'est sur plateforme, ou bien c'est pas sur une plateforme, mais on vous envoie donc le truc à remplir là. Mais pour moi, le piège surtout, quand il y a encore de surveillance, c'est bien. Alors, quand il n'y a pas de surveillance, en fait, il y a d'autres tests même qui vous permettent donc de consulter les documents. Et le piège, il est justement là. Moi, j'ai fait notamment un MOOC en GP, en gestion de projet, Rémi Bachelet, où consulter les documents m'a quasiment fait perdre tout le temps. Je n'ai pas pu finir parce que déjà, tu ne connais pas les questions d'avance. Tu découvres les questions et c'est toujours dans un intervalle de temps limité. Et tu fouilles tes notes, tu fouilles les cours et finalement, tu ne fais même pas le tiers des questions, quoi, et puis le temps est passé. Et tu perds comme ça le tout. Tu n'as pas une occasion de reprendre. Et
Alors, ça, c'était par rapport à cela. C'était une contribution sur ce que Tekoche a dit. Et aussi, avant de poser ma question, par rapport aussi à la méthode STAR que Tata Rosemary, tu nous as envoyé la dernière fois, je l'ai parcouru, c'est vraiment, vraiment pratique. C'est vraiment pratique. Ce que moi, je savais, c'est que dans la présentation, pas que dans le CV, sur certaines plateformes de recrutement, surtout, on demande, je sais que sur Inspira, c'est ça, on demande donc le poste occupé, on demande les tâches et puis les réalisations. Voilà, il y avait ça. Et moi, j'étais vraiment embêté, en fait, par rapport à ces deux trucs-là. Les tâches, les réalisations, je ne savais pas la différence et tout. Heureusement qu'ils ont eux-mêmes mis après une vidéo, un genre de tutoriel, là, en quelques minutes, qui expliquait, en fait, la différence entre tâches et après, quand j'ai vu la dernière fois la méthode STAR, je vois que surtout pour un temps d'entretien en face à face ou même en ligne, c'est vraiment pratique. Quand on te pose une question, est-ce que vous avez fait ci? Ça permet de partir de la situation. Pour moi, voilà, il y avait telle situation, voilà, j'ai fait ci, j'ai mis tel emploi, j'ai eu tel résultat. C'est vraiment succinct et ça permet de ne pas divaguer. Mais franchement, j'ai vraiment aimé cette méthode-là que tu nous as fait découvrir. Et pour finir ma question, c'est évidemment à Tata Lorenda pour savoir, en fait, l'avis d'un recruteur ou l'avis de quelqu'un qui gère les carrières. Quel est le regard que vous portez sur les lettres de motivation en particulier? Je sais déjà qu'on a parlé des CV, mais le problème que j'ai avec les modèles de CV, c'est qu'il n'y a pas forcément un modèle type. Moi, particulièrement, j'ai déjà fait plusieurs modèles de CV et puis qui ont été revus et corrigés par d'autres personnes et tout. Et puis, un jour, j'ai comme ça un aîné qui vient du Canada, on se rencontre, je lui présente ce modèle de CV-là qui a été déjà une fois corrigé. Il prend le modèle et dit, mais Roméo, un recruteur qui voit ça, il va jeter à la poubelle. Et donc, du coup, là, je me suis fait à l'idée qu'en réalité, il n'y a pas un modèle figé, en fait, de CV. Finalement, quelqu'un dit avec photo, quand tu présentes un truc à photo, l'autre va dire non, mais ça, ça ne se fait pas, c'est trop lourd. En fait, je ne sais pas. Alors, moi, ma question, c'est vraiment sur la lettre de motivation. Quels sont les éléments qui vous accrochent? Qu'est-ce que vous regardez autant sur la forme que le fond? Qu'est-ce qui fait la différence? Ou bien est-ce que finalement, c'est aussi une simple formalité comme ça? Je veux savoir. Merci. Alors, comme on est entre Africains, on va parler clairement. Alors, moi, j'ai été comme vous, hein, j'ai fait plusieurs lettres de motivation. Donc, la lettre de motivation, on va dire, sur la forme, pour moi, en tant que recruteur, c'est ce qui va me toucher. Si je me rattarde sur une lettre de motivation, c'est que cette personne, elle va mettre en avant le nous, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle va me montrer ce pourquoi je dois l'employer, elle. Pourquoi est-ce qu'elle va correspondre aux besoins de mon client, de l'entreprise qui a un besoin de recrutement. C'est juste ça qui va faire que je m'attarde sur la lettre. Le nous. Quand une personne arrive à faire ça, et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, elle va partir de « j'ai telle compétence, vous avez tel besoin, nous allons travailler ensemble ». Ce nous-là, une fois que je le vois, oui, la lettre de motivation peut m'intéresser. Mais pour être franc, puisqu'on est entre Africains, même ici en Europe, on est en train de détruire la lettre de motivation. Parce que le recruteur, il travaille dans une entreprise, on a une pression énorme. Moi, je suis indépendant, hein, mais quand vous êtes dans une entreprise, on vous donne un certain nombre de personnes à recruter voilà, par mois, par semaine. Donc, la lettre de motivation, ce n'est pas quelque chose que les recruteurs regardent souvent, très sincèrement. Voilà ce que moi, je pourrais vous dire. Ça, c'est vraiment en off, ce que moi, je vois et que moi-même, je fais. Je vais regarder la lettre de motivation, bien sûr. En fait, je regarde la lettre de motivation quand je vois qu'au niveau du CV, je ne comprends pas très bien le projet de la personne. Parce que beaucoup de CV que nous, on voit que la personne, elle met son nom en grand, elle met ses compétences, mais nous, on ne comprend pas ce que la personne recherche. Malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont nous dire, voilà, je recherche ça, je recherche ci. Il n'y en a pas tant que ça, contrairement à ce qu'on croit. La plupart des personnes, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée dans le coaching, la plupart des personnes, elles viennent, elles disent, je m'appelle Roméo, voilà, j'ai tel diplôme, tel autre diplôme, tel autre diplôme. Sauf que moi, les diplômes, j'aime bien, mais en fait, je ne sais pas exactement ce que tu recherches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder dans la lettre de motivation si tu as précisé. Et si tu as précisé, pourquoi est-ce que je t'emploierai toi? C'est plus dans ce sens-là.
Mais souvent, la lettre de motivation, ce n'est pas ce qui va changer les choses. Non, c'est d'abord ton CV. D'ailleurs, la plupart de mes candidats m'envoient juste le CV. Ton CV, qu'est-ce que tu fais, ta personnalité, ça me suffit largement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Tu as répondu à la question? Non, super, ça va. Super. Ok. Voilà, comme ça. Alors, donc Roméo, tu peux baisser ta main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est encore là 5 minutes. Si c'est encore peut-être une ou deux autres questions Attendez, alors attendez. Voilà. Désolée. Désolée, en fait, il y avait des personnes qui attendaient, qui nous rejoignent, donc bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre encore 5 minutes du temps de la coach Lorinda. On a déjà dépassé. Ils se sont rendus compte, mais il fallait vite déclarer. Maintenant, comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Ok, attends. Ne pas couper. Pardon? Alors, je pense que c'est parler à quelqu'un d'autre. Qui a une question? Anyone? Habib, Célia, Bénédicta, qui je vois là? Hilary, Karel. Est-ce que vous avez des questions pour la coach? C'est le moment d'en profiter. Hein? Vous avez une coach emploi spécialisée qui est là pour vous aider. Donc, profitez-en. Saisissez votre chance. Mais si les gens sont timides, s'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer la coach Lorinda. Les personnes qui veulent le replay, qui ne s'étaient pas inscrites via Eventbrite, laissez-moi votre mail pour que je puisse vous envoyer le replay de la vidéo. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Oui. Allô? Ah oui. Oui, Allô? Oui, allô? Oui, Valérie? Allô, coach? Oui. Oui, Bonjour, coach. Valérie. Oui. Oui, bonjour, coach. Moi, j'ai une question. Oui. Concernant bon, je ne sais pas si c'est un rapport avec ce qu'on est en train de faire. Bon, j'ai pris ça en cours. Mais c'est concernant la négociation du salaire pendant l'entretien. Oui. Est-ce que lorsqu'on demande par rapport au salaire, quelle réponse on peut donner? Par exemple, on pose la question, quel salaire vous souhaitez avoir pour ce poste-là? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Je suppose que quand vous posez cette question-là, vous êtes venu préparé. Quand je dis préparé, c'est-à-dire que vous êtes informé sur le salaire qu'on paye normalement par rapport à vos compétences et au poste qui est là. Je suppose. En tout cas, si vous ne le faites pas, il faut le faire avant l'entretien, de vous informer absolument sur le poste que vous avez, les compétences que vous avez et combien on paye dans ce cas-là. Donc, quand vous arrivez sur place, vous savez déjà à peu près ce qu'ils peuvent vous payer. Vous donnez une fourchette, ne dites pas un chiffre. Je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, mais nous, ici, on parle de KE. Donc, en fait, le KE, c'est, si vous voulez, le salaire annuel. Donc, on va dire, par exemple, 30 KE, c'est 30 000 € par an. On ne dit jamais le salaire au mois. Donc, si vous faites au mois, je ne sais pas, vous dites au mois. Mais vous donnez une fourchette. Si vous savez qu'on va vous payer 30 000 KE, vous ne dites pas 30 000 KE, vous dites que vous voulez payer entre 28 et 32 000. C'est un jeu, la négociation. Donc, une fois que vous avez ce salaire-là de fixé, la personne en face, elle va vous donner un salaire qu'elle pourrait payer. Et donc, vous lui direz si c'est plus ou si c'est moins, on va dire. Vous allez c'est comme ça un peu que ça fait la négociation. Si vous arrivez directement en disant un prix, on va dire en prenant un salaire fixe, la personne, peut-être qu'elle voulait vous payer plus, elle va dire OK, et vous avez perdu, entre parenthèses. Mais si c'était moins, ou si c'était pas le bon, si c'était plus, elle va baisser. Donc, le mieux, c'est de venir avec une fourchette. Vous donnez vraiment à peu près le salaire et puis au fur et à mesure, vous dites si vous êtes d'accord ou pas. Et si, par exemple, la personne vous paye moins que ce que vous deviez être payé, vous allez maintenant parler de ce sur quoi vous êtes informé. Vous partez du principe que, voilà, monsieur ou madame, donc vous voulez me donner tel salaire, on va dire 28 000 par an. Et donc, par rapport à ce salaire-là, ce que moi je sais, c'est que pour tel poste, avec l'expérience telle et telle expérience, pas vous, bien sûr, vous parlez d'une expérience générale, ce qui est fait dans le marché, c'est ça, ça et ça. D'accord? Vous donnez un salaire à peu près. Or là, vous me donnez un salaire qui est de 26 K. Or, normalement, ce qu'on paye, c'est 32 000, on va dire, K. Donc, comment est-ce que
qu'est-ce qui justifie, vous lui posez la question, qu'est-ce qui justifie ce salaire-là, en fait? Est-ce qu'il y a des compétences que je ne ferai pas? Est-ce qu'il y aura des missions qui seront en moins? Pourquoi cette différence de salaire? Et là, la personne, en fait, elle est censée vous expliquer et ajuster au fur et à mesure. Alors, juste une question par rapport à ça, parce que autant pour l'Europe, c'est facile de trouver, d'avoir une idée des salaires moyens. Il y a plein de sites qui sont dédiés là-dessus. Il y a, sur les job boards, on peut trouver facilement en regardant des fiches de poste du même intitulé. Maintenant, pour l'Afrique, où justement l'essentiel du marché est caché et où c'est difficile d'avoir accès à l'information, comment je fais pour savoir, pour avoir une idée en fait du salaire moyen de ma profession? Alors moi, je dirais peut-être en s'informant auprès d'autres personnes qui ont à peu près le même poste. Alors, je sais qu'on a de la confidentialité, mais je pense que c'est le seul moyen pour qu'on puisse savoir à peu près le poste qu'on a. Maintenant, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver l'information, c'est de commencer par ce que vous pensez que vous valez par rapport au marché. C'est-à-dire que si, normalement, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire c'est pareil, mais vous avez normalement un certain salaire, ou un SMIC en tout cas, ou un salaire qui se donne à peu près par rapport au nombre d'études que vous avez. Donc, vous partez de ce salaire-là et vous allez négocier par rapport à cette base-là. Moi, c'est ce que je dirais. Si vous ne savez vraiment pas, vous laissez la personne vous donner, vous lui dites, alors, pour l'instant, je n'ai pas d'idée, mais quel est le salaire que vous pourriez proposer? Et maintenant, ça sera vraiment par rapport à vous, ce que vous pensez. Si on vous propose 28 000 et que vous pensez que vous valez 32 000, vous allez négocier par rapport aux compétences que lui recherche. Vous recherchez une personne qui sait faire, ouvrir un site Internet. Moi, je sais ouvrir un site Internet, mais en plus, j'ai tel diplôme qui me permet de développer le site Internet en mettant telle et telle compétence. Voilà. Alors, pour Armand Yombi, il dit qu'en Afrique, parler du salaire, c'est tabou. En France, encore plus. C'est pour ça qu'on ne dit pas tout de suite le salaire, mais on fait des négociations. Donc, je ne sais pas si j'ai bien conseillé, mais vraiment, si vous n'avez pas cette information-là, je dirais laissez la personne parler. Comme ça, au moins, c'est elle qui fait la bêtise. Et vous placez par rapport à ça. Et essayez de négocier toujours par rapport à vos compétences à vous, au vu du poste. Le poste demande 5 ans d'expérience, vous en avez 10, vous dites non, c'est 28 000 par rapport à 5 ans, moi j'ai 10 ans, j'ai plus que ce que vous demandez. Vous avez moins, ok, vous pouvez encore accepter ou négocier un peu, mais vous avez moins. Mais surtout, moi je conseillerais de ne jamais accepter comme ça le salaire et de négocier toujours un peu. Mais madame, excusez-moi, moi c'est Arbon, mais j'allais dire dans les cas où nous sommes désespérés et qu'on propose comme ça. Dans ce cas-là, il ne faut pas négocier. Moi, je parle vraiment de postes où on veut un poste sérieux, on sait ce qu'on vaut sur le marché. Mais si vous voyez que vous êtes désespéré, qu'il faut que vous payiez le loyer et qu'on vous propose un poste et que vous ne voulez pas perdre de poste, oui, mais les gens qui savent négocier, parce qu'ils savent que si on ne me donne pas ce que je veux, j'ai autre chose ailleurs. C'est ça, en fait. Alors, j'avais fermé ton micro. Je ne sais pas si tu avais... Merci. Voilà. Oui. Oui, Kanga, est-ce que j'ai répondu à votre question, du coup? Valérie, c'était clair pour toi? Oui, c'est bon. Ok. Voilà, c'est bon, mais j'aimerais rebondir, en fait. Oui, vas-y. Allô, j'ai une autre question. Oui, vas-y. Est-ce que le recruteur demande un salaire en réponse a eu cette question lors d'un entretien où le recruteur m'a demandé combien je touchais. Comment est-ce que je réponds à cette question? Ah oui, quel est votre salaire actuel? Combien je touche présentement, en fait, en tant que, par exemple, commercial freelance, où tu vises un poste de, on va dire, responsable commercial ou truc, voilà, votre salaire présent. D'accord. Alors, soit tu réponds sincèrement et tu donnes ton salaire, voilà. Soit tu veux plus, et comme je disais tout à l'heure, on retombe dans le même schéma. C'est que tu t'es déjà renseigné sur le poste, et là, je ne conseille pas de mentir, mais il va falloir un peu adapter ton information, l'information que tu as donnée à ce que tu veux. Si tu vois que pour toi, le salaire que tu avais au début, c'était bon, tu donnes ce salaire-là. Et si tu vois que tu veux plus, bah, il faut se renseigner. Et comme
Rosemary disait, si en Côte d'Ivoire ou en tout cas en Afrique, vous n'avez pas forcément les informations, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est à partir de l'information que vous avez que vous pourrez négocier en fait ce salaire-là. OK. Donc, soit annoncer un D'accord, salaire merci, de coach. base, soit s'adapter. Merci. Alors, je te redonne la parole de Roméo. Après, on finit parce qu'on a dépassé le temps. Il faut respecter le temps des gens, le temps d'autrui. Et en plus, il est un peu tard à Paris. Donc, voilà. La dernière, et puis après, on clôture. OK. Alors, merci. Moi, toujours sur la question donc, des salaires, moi, j'ai une question. Et je veux vraiment l'avis de coach Lorinda. Et peut-être si vous avez déjà fait l'expérience. Surtout, comment est-ce que vous percevez, par exemple, un candidat à l'emploi qui avait déjà donné une grille ou qui vous avait déjà donné sa prétention salariale, voyez-vous, peut-être lors de l'entretien ou dans sa lettre de motivation qui demandait la position, et mais qui après, pendant la négociation, veut faire rehausser cela. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce cas et comment est-ce que vous percevez ce genre de candidat? Parce que si par exemple, on se rend compte qu'à un entretien, on a sous-estimé, en fait, on a sous-évalué son salaire, ce qu'on devait percevoir, et que c'est juste après qu'on s'est rendu compte, oulala, non seulement la boîte paye plus, mais on valait aussi plus. Comment est-ce qu'on peut demander une revalorisation d'une certaine manière pour ne pas être perçu peut-être comme quelqu'un qui n'est pas franc, et voilà. Je ne sais pas si vous avez capté ma question. Oui, j'ai compris. C'est qu'en fait, vous avez déjà rédigé une lettre de motivation ou en tout cas un CV où vous avez noté donc, le salaire que vous vouliez. Et par la suite, vous vous rendez compte que voilà, ce n'est pas ça. Vous méritez plus, en tout cas, ils payent plus. Et donc, vous voulez vous adapter. D'accord. Alors, déjà, moi, je ne conseille pas de mettre son salaire dans une lettre de motivation ou un CV. Point de départ. Ne faites jamais ça. Ce n'est pas très, très correct de le faire. Non, coach, pardon, coach. En fait, c'est l'avis qui demande qu'on mentionne la prétention salariale. Hein. Donc, c'est pour ça, en fait. D'accord. Donc, c'est comme dans des sites Internet où vous remplissez et là, vous marquez les prétentions salariales. C'est ça? Voilà. D'accord. Ou c'est l'avis direct, quoi. C'est l'appel à la candidature. D'accord. Moi, je pensais que c'est vous-même, vous dites que pour ce travail-là, vous avez besoin de telle somme. Alors, si ils vous ont demandé votre prétention salariale, c'est une prétention salariale, c'est-à-dire c'est ce que vous visez par rapport à un type de poste. D'accord? Donc, si vous voyez qu'ils payent plus et que voilà, vous vous êtes trompé, voilà, on repart de la même chose. Je vous dis, il faut vous renseigner. Si vous savez qu'ils payent plus, c'est que vous vous êtes renseigné. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites pendant l'entretien? Vous faites l'entretien calmement et quand ça arrive aux prétentions salariales, vous expliquez qu'avant, pour tel poste, vous demandiez à peu près tel truc, telle somme. Hein? Toujours dans l'à peu près, hein, jamais une somme fixe. Et donc, suite à des informations, donc, vous avez vu que pour tel poste, pour telle compétence, voilà ce qui est payé. Vous ne dites pas ce qu'eux, ils payent, mais ce qui est payé en général dans le marché du travail par rapport à ce poste-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous donnez une fourchette. La fourchette va commencer du salaire que vous avez demandé et vous augmentez un peu le salaire que vous voulez. C'est-à-dire que, imaginez vous avez demandé 28 000, vous avez dit oui, mes prétentions salariales sont 28 000 et vous découvrez qu'on vous doit vous payer 35 000. Vous allez dire mes prétentions salariales sont entre 28 et 36 000. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que vous devrez faire. Et si vous demandez pourquoi, vous avez déjà justifié les compétences qui ont fait que, voilà, vous avez regardé le marché, vous avez regardé les compétences, et en fait, pour ces compétences-là, ce n'est pas ce qui est payé. Donc aujourd'hui, voilà ce que vous demandez. Est-ce que j'ai bien oui, coach et Tata Rosemary, moi j'ai fait, je ne sais pas si c'est voilà, une erreur où j'ai fini comme ça, et c'est après l'entretien, après le call, donc, que j'ai eu quelqu'un qui travaille avec la boîte, qui m'a dit, mais oh là là, pour ce profil et tout, ils peuvent payer, il y a une différence de près du tiers, en fait. Sauf que moi, je leur avais déjà donné une prétention, et heureusement, ce webinaire me permet donc de savoir qu'il faut en réalité donner des grilles au lieu de donner vraiment des montants fixes. Il faut donner des grilles. Et donc, ça, c'est un acquis là que je retiens. Mais en même temps, c'est quand moi, je donne, et donc, je vois que les gens en face semblaient satisfaits, sinon trop satisfaits. Ah oui. Et je me dis, mais c'est bizarre. Ils sont là. Tu leur fais une économie de 30%. Oh là là. Voilà. Donc,
C'est quand je sors du call que quelqu'un qui travaille avec eux, parce qu'il me dit, non, oh là là, docteur, tu aurais pu dire ceci, mais on fait ça. Je dis, mais parce que non seulement je leur ai dit ça, elles ont déjà essayé une négo, elles disent, ben, écoutez, ben, et après, est-ce qu'on ne peut pas avoir? Je dis, bon, écoutez, on verra au cas par cas, on verra selon donc, les tâches à accomplir et tout, on verra ce qu'on dirait. Donc, apparemment, je les ai déjà même mises dans une prédisposition de négociation à la baisse. Et donc là, je me retrouve, comment je fais? C'est vraiment pratique pour moi. Là, c'est vraiment, la négociation est terminée, là. C'est chaud. Mais c'est chaud. Non, bon. Parce que vous comprenez ce qui se joue ou pas. Après, Oui, ils vont bien dire, sûr. Ils vont se dire, mais tu n'es attends. pas intègre. Voilà. Pas forcément que vous n'êtes pas intègre, ils vont se dire qu'on l'a eu, donc maintenant, on va l'avoir jusqu'à la fin. Moi, franchement, je me mets à votre place. Normalement, quand un entretien est fini, bon, si on est d'accord, ça y est, c'était pas mal l'entretien. Maintenant, il y a, moi, je dirais 2 cas de figure. Vous tenez au poste et voilà, vous ne voulez pas les énerver ou quoi. Vous pouvez accepter ce somme-là et faire monter au fur et à mesure de l'évolution dans l'entreprise. Ça serait le cas de figure le plus basique. Sinon, si vous avez de l'audace, qui est un des savoir-être qu'on demande en entreprise, n'est-ce pas? Ça serait de contacter, enfin, vous n'avez pas encore signé le contrat, n'est-ce pas? Non, pas encore. D'accord. Donc, ça serait peut-être de contacter le service ressources humaines, parce que là, vous avez un entretien. Il y a encore un autre entretien ou c'est l'entretien final? Non, c'est le final. Normalement, la prochaine fois, c'est là maintenant pour nous entendre sur les clauses. Donc, on a voilà. vraiment donc, sur les clauses, on a s'avancer. Juste fait comme ça, voilà. D'accord. Donc, si vous avez de l'audace, parce que là, c'est quitte ou double, pendant cet entretien, vous allez négocier les clauses, vous laissez parler, et quand ça arrive au salaire, vous dites, voilà, pendant l'entretien, j'avais négocié tel salaire, et vous partez toujours de, j'avais telle compétence, je me suis informée par rapport aux compétences, et j'ai vu que sur le marché, pour les mêmes compétences dans le même secteur, voilà ce qu'on paye. Donc, je voulais savoir si c'était possible de revoir à la hausse mon salaire, ou en tout cas de renégocier même un peu le salaire. Ça serait vraiment audacieux. Après, si c'est une entreprise qui est sincère, et moi je vous conseille d'aller dans des entreprises qui sont sincères, elle verra bien que, voilà, si vraiment ils ont voulu vous avoir, ils vont changer les choses. Après, si vous tombez sur des personnes qui voulaient faire de l'économie, là, vous risquez d'énerver un peu les personnes. Mais restez ouvert en vous disant que vous dites que vous avez remarqué, enfin, vous avez compris le marché et que le marché demande tel et tel salaire, mais donc, par conséquent, vous voudrez revoir le salaire à la hausse, si possible. Et si vous voyez que vraiment, ils ne veulent pas, moi, mon conseil est de dire, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, j'accepte ce salaire-là, et à côté, vous cherchez autre chose. Même si je sais que le marché, il est compliqué. Soit vous cherchez autre chose, soit vous cherchez à évoluer, parce que sinon, je ne vois pas comment vous pouvez vous en sortir de cette situation-là. À part la sincérité, soit vous acceptez, soit il faut être audacieux. Si vous me permettez, quand on a affaire à un recruteur honnête, il rectifie le tir lui-même. Voilà, c'est ce que je disais. Mon emploi dans lequel je suis actuellement, au cours de l'entretien, on m'a demandé la prétention salariale. Je l'ai dite, mais c'est la responsable de la structure elle-même qui m'a dit non. Sur le coup, automatiquement, elle m'a dit non. En regardant votre profil, je sais pas ce qui, en fait, c'est pas la prétention salariale qui correspond. Que c'est ce que je disais était trop bas. Exactement. Donc, elle m'a dit, bon, si vous êtes retenu pour le poste, on va voir comment ajuster cela. Donc, finalement, quand je suis revenu, parce que quand j'ai été retenu, je suis revenu, elle m'a dit, je vous avais fait part de cela. Donc, voilà, c'est tel montant vous serez payé. Et donc, c'est ça. Donc, je pense aussi quand on est face à un recruteur honnête et intègre, aussi, il faut prier pour l'avoir. Hein. Ah ben oui, et là, alors, faut prier. Il faut utiliser la loi de la visualisation. C'est ça. C'est très important parce que je me souviens, là c'est après que je me suis rendu compte que c'est vrai, au cours de l'entretien, j'avais dit un montant inférieur, mais quand je priais dans mon cœur, je visualisais un montant. Je le visualisais dans mon esprit et c'est exactement le montant qui m'a été accordé. Donc, je pense quelque part qu'il y a aussi le spirituel, comme tu l'as dit, qui intervient dedans et quand on prie, le Seigneur fait grâce, comme il a fait à Abraham,
qui a envoyé Sarah à Bibélé, qui nous fait grâce, il nous ramène. Je la donne un peu ça, c'est ma contribution. Amen, amen. Alors, Bon, merci à tous. On va clôturer, pardon. Il est déjà Tata 18h30, Rose, on a donne-moi fait 1h30. donne-moi 2 secondes, Tata. 21h30 chez nous. Hein. Voilà, c'est ça, il est temps. Ouais. Oui. Moi, Ayez pitié de la coach Lorinda, moi, 2 pardon. secondes. Oui. Non. Coach, moi, c'est ma dernière intervention. Et c'est juste pour partager, parce que c'était une erreur que je veux partager donc avec les copanélistes. Moi, dans mon call, j'avais eu l'opportunité, on me demandait, soit je disais en même temps, ou soit je pouvais prendre le temps donc, de leur revenir par rapport à ça. Mais j'ai fait le choix sur le coup, quoi. J'ai voulu opiner là-dessus en même temps et pour qu'on en finisse. Et j'ai compris après que c'était une erreur. J'aurais dû dire, bon, écoutez, je vous reviens parce qu'on m'avait donné ce choix-là. J'aurais dû dire, non, je vous reviens. Et donc, je me serais renseigné, j'aurais vraiment connu la grille. Donc, je pense que les prochaines fois, on m'expliquait même que je pouvais leur demander, même si on ne me donnait pas ce choix-là, j'aurais pu leur dire, est-ce que vous permettez que je vous revienne par rapport à cela, par rapport à la grille salariale. Exactement. Ben, c'est ce qu'il faut faire quand on ne s'est pas renseigné. Oui. C'était une erreur de ma part et voilà. Donc, mais vraiment, si la personne elle est honnête, franchement, que plus personne ne tombe dedans. Oui. C'est vraiment, si la personne elle est honnête, normalement, d'elle-même, hein, comme pour Tricoche, ou en tout cas, si vous demandez, voilà, il va juste. Et moi, je vous conseille d'être avec des entreprises sérieuses et honnêtes, parce qu'à long terme, les gens qui sont malhonnêtes dès le début, c'est de pire en pire dans la relation que vous allez avoir avec cette personne-là. Oui. Voilà, donc c'est mieux de commencer par l'honnêteté et voilà. Vous, si vous êtes honnête, vous avez fait une erreur, c'est normal, vous êtes candidat. En plus, vous êtes dans un marché caché, donc vous pouvez ne pas savoir l'information. C'est totalement normal. Voilà. OK. Alors, merci beaucoup, coach Lorinda. On va clôturer là. Plus de questions. les participants qui ne se sont pas inscrits via Eventbrite, laissez-moi vos mails si vous voulez avoir le replay du live de ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos questions. C'est parce que c'est quand même bien d'avoir des questions, mais voilà, il faut qu'on libère la coach Lorinda. Donc, merci à tous. Excellente soirée. Et voilà, n'hésitez pas à oui. Merci, voilà, coach. Oui. Excuse-moi, Rosemary. Je vais juste te laisser mes coordonnées. Comme vous avez compris, je fais du coaching. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail pour que je vous donne les prestations. Et aussi, je fais aussi du recrutement. Donc, si vous êtes dans l'informatique, le commercial et tout ce qui touche à la vente et à la communication, je recrute. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. OK. Ah, voilà, la communication, ça va intéresser Armand. Donc, voilà, tu peux mettre le mail dans le chat. Et puis, je vais aussi mettre dans les groupes WhatsApp et les personnes qui vont recevoir le replay, je vais vous mettre tout ça. Voilà, je prends ton mail aussi, le mail de la coach Lorinda, ton site internet, ta page Facebook, tout ce que tu peux mettre. Voilà. Et moi, je suis sur LinkedIn principalement. Oui. D'accord. Madame Lorinda Toko. Sur Instagram, pour ceux qui... Je m'adapte aux jeunes. Hein. D'accord. Parce qu'on me voit jeune, mais c'est l'Afrique qui me fait jeune. Là, j'ai déjà passé. Alors, Instagram, c'est African Talent. Voilà. Ah, voilà, OK. Voilà. Alors. Donc, n'hésitez pas à aller dans ces différents liens pour me contacter, tout simplement. Voilà. Et je prends l'Instagram, comme ça, je vous renvoie tout ça dans... Mince, ça n'a pas pris. Instagram. Et un petit secret pour ceux qui vont me suivre par la suite, en tout cas, même si vous ne prenez pas un coaching, je suis en train de préparer un petit cadeau qui devrait vous aider pour mettre en place vos CV et autre chose. Super. Super. Voilà. Donc, restez scotchés aux différentes plateformes de la coach Lorinda sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Je laisse un peu ouvert la conversation pour que les gens aient le temps de copier tout ça et d'aller regarder sur Internet. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup
voilà, à tous. Et puis, voilà, on va arrêter là au moins l'enregistrement.